Bonjour à tous. Une première question, est-ce que quelqu'un connaît le CDJM? Bravo. 3. Donc le CDJM, c'est quoi? C'est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. On ne sait pas forcément ce qu'il fait, quand est-ce qu'il a été créé, on va vous raconter tout ça et on va faire un premier bilan. Donc il faut savoir que tout citoyen peut saisir le CDJM pour qu'il se prononce sur un acte journalistique jugé problématique. Donc le CDJM est un organe d'autorégulation et il rend ses décisions en toute indépendance. Donc c'est quoi l'objectif du CDJM quand il a été créé? L'objectif c'était de retrouver la confiance entre le public, les journalistes et les médias en veillant au respect des règles déontologiques. Autre point important, le CDJM n'intervient jamais avant publication ou diffusion et n'exige jamais le retrait ou la rectification d'un article ou d'une émission. Voilà, c'était pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi ça a été créé. Donc avec nous, Patrick Evenot, qui est le président du CDJM, Lauriane David, vous représentez le collège journaliste, parce que le CDJM fonctionne avec 3 collèges. Un collège public, un collège journaliste et un collège média. Entreprise de presse. Donc il y a 3 collèges et donc là les 3 collèges sont représentés. Lauriane David, donc vous représentez le collège journaliste et vous êtes journaliste freelance, membre de Prenons la Une. C'est quoi Prenons la Une ? Alors, Prenons la Une, c'est une association qui milite pour une juste représentation des femmes dans les médias et la parité dans les rédactions. Donc, nous, on va s'intéresser à la fois à la manière, donc à l'égalité dans les rédactions, l'égalité professionnelle, mais aussi à la représentation des femmes dans les médias, c'est-à-dire à la manière dont les médias vont présenter les femmes, à la fois quand ils les interviewent, quand ils les font participer sur des plateaux de télévision, etc., etc. Et donc la raison de notre participation en tant qu'association au collège journaliste du Conseil de déontologie, c'est qu'on juge que la manière dont les médias représentent les femmes, c'est aussi une question de déontologie et on trouvait ça très important d'appuyer cette initiative et d'y participer dès le départ. Alors une présentation aussi de Jean-Christophe Boulanger. Vous représentez donc les entreprises de presse au sein du CDJM, du Conseil de déontologie. Vous dirigez la société Contexte, qui est un journal web pour les professionnels, un journal web sur les politiques publiques et financé par les abonnements. C'est ça. Donc, on va commencer avec vous, Patrick. Donc, ça fait 10 mois que le CDJM existe. À quoi ça sert et est-ce que ça marche? Est-ce que le public fait appel à vous pour s'insurger de certaines publications, que ce soit à la télé, la radio, n'importe quel support? Alors, le CDJM aura 10 mois juste demain. On va dire que ça fait 10 mois. Il a été créé le 2 décembre 2019. Après toute une série de discussions, toute une évolution qui a été extrêmement lente et longue, qui dure depuis les premières assises du journalisme en 2007, depuis la création d'une première association, la PCP, puis d'une deuxième, l'ODI. Bref, on est arrivé à discuter, à réunir des partenaires
qui était d'accord pour fonder un conseil tripartite, comme il en existe dans la plupart des pays démocratiques développés, et notamment dans l'Union européenne, il y en a 19, il y en a en Belgique, il y en a 2 en Belgique parce qu'ils ont 2 langues, il y en a un en Suisse, il y en a un en Allemagne, il y en a un en Angleterre, il y en a, enfin bon, etc., etc. Le premier conseil de presse a été fondé en 1916 en Suède, donc c'est une idée qui est quand même très ancienne. L'idée, c'est qu'en France, on n'avait pas ce genre de choses où les lecteurs, téléspectateurs, auditeurs pouvaient venir se plaindre lorsqu'ils estimaient que soit ils avaient été maltraités eux-mêmes, soit qu'un sujet avait été maltraité, qu'un sujet ne respectait pas les règles journalistiques qui sont dans les différentes chartes qui sont émises depuis 1918, puisque la première est la charte du SNJ de 1918, révisée plusieurs fois, puis la charte de Munich de 1971, et enfin la charte de la Fédération internationale des journalistes de 2019. Bien, donc, que le public puisse saisir et que les journalistes et les entreprises puissent répondre et qu'il y ait un dialogue, c'est un trilogue, puisqu'on est tripartite. Alors on est systématiquement tripartite, c'est-à-dire que le Conseil lui-même est composé de 30 membres titulaires et 30 membres suppléants, 10 journalistes, 10 représentants des entreprises, 10 représentants du public, même chose pour les suppléants. Le bureau est composé de 9 personnes, un président qui représente le public et 2 vice-présidents, enfin une vice-présidente pour les entreprises, un vice-président journaliste, 3 secrétaires, 3 trésoriers. À chaque fois, on est tripartite systématiquement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait dialoguer le public et qui se plaint. Alors, est-ce qu'on a du succès ? Bien oui, on a du succès. En dépit de tout ce qui s'est passé, des problèmes de Covid, de retard, de tout ce qu'on veut, de télétravail, j'ai fait le point lundi, donc ça n'a pas beaucoup évolué depuis lundi. En 10 mois, on a reçu 115 saisines. On ne dit pas plainte parce que nous ne sommes pas un tribunal. On n'instruit pas, on ne condamne pas, donc on a des saisines. On a été saisi 115 fois. Alors parfois, c'est sur le même acte journalistique, c'est-à-dire sur la même émission ou sur le même article. Donc on les regroupe. En fait, ça représente au total 77 actes journalistiques en 10 mois, ce qui veut dire que ça en fait quand même presque 8 par mois. Et donc c'est important. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a été saisi sur un article, sur une émission, etc. etc. Le bureau regarde le dossier un petit peu et puis dit ça semble recevable ou pas recevable. Je vous explique tout de suite je vous coupe, vous êtes saisi par mail. C'est-à-dire que alors oui, je ne sais pas si ça apparaît sur l'écran, mais on a un onglet sur le site cdjm.org. Il faudrait qu'il nous montre à l'écran le cdjm.org. La page donc les gens d'accueil. Pas contents, ils vont sur leur ordinateur, sur le site, et ils peuvent écrire leur saisine. Il y a un onglet saisir le conseil, et là ils expliquent que telle émission, voilà, vous avez un onglet. Vous voyez, vous avez différents onglets. Alors le CDJM avec comment il est composé, etc., etc. La déontologie avec les chartes, etc. Le contact, si vous voulez simplement écrire au CDJM pour demander quelque chose ou faire part de quelque chose. Les décisions, on va y revenir tout de suite après. Et saisir le conseil, vous cliquez dessus et on vous explique comment il faut faire. Et vous avez un formulaire à remplir en disant voilà, l'émission de France 2 de samedi dernier à 20h30 a dit que en fait c'était faux, ou en fait il n'y avait pas de respect du contradictoire, ou en fait c'était une insulte à une personne, bon. Et à partir de là vous expliquez votre saisine. On reçoit la saisine, on regarde, on élimine systématiquement tout ce qui est de la ligne éditoriale. Il faut bien comprendre que les lignes éditoriales, on agit au sein d'une démocratie
dans la liberté d'expression, dans les droits de l'homme, dans la Déclaration des droits de l'homme, dans tout le bloc constitutionnel qui fait partie de la liberté. Et donc que, par exemple, l'humanité soit favorable aux grévistes, c'est pas une faute déontologique. Que Lacroix parle du pape d'une certaine manière et Charlie Hebdo d'une autre manière, ça n'est pas une faute déontologique, c'est une ligne éditoriale. On ne va pas se plaindre de ça. Ou si vous vous plaignez de ça, eh bien, on va vous répondre, écoutez, nous sommes désolés, mais c'est pas une faute déontologique, ça respecte les règles de la profession, mais on a une ligne éditoriale. Les choix éditoriaux, les lignes éditoriales, la critique doit rester libre, le commentaire doit rester libre, dans le cadre de la société démocratique et des lois démocratiques. Quand on a été saisi, je vais m'arrêter dans 2 secondes. Non, mais quand on a été saisi, donc si on estime que c'est recevable, on n'en est pas sûr, mais ça semble recevable, on nomme une commission tripartite. Généralement, donc là, sur 100, j'ai plus le chiffre là, sur 115 demandes de saisine, ouais. Combien ont été jugées recevables par exemple? Eh bien, pour l'instant, on en est à 9 avis publiés. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous dire ça tout de suite. Si ça veut bien marcher, mon truc. Bon. Donc, je vois sur 115, il y en a 52 qui ont été... Il y en a 52 qui ont été déclarés irrecevables. Irrecevables, voilà. Hein, alors, les causes d'irrecevabilité, c'est en gros, hein, toujours la même chose. Il y a à peu près la moitié des... La moitié des saisines qui sont irrecevables parce que c'est soit un choix éditorial. France 2 a fait un quart d'heure sur les inondations dans le Midi alors qu'il y avait un bombardement en Syrie. Bah oui, c'est un choix éditorial. France 2 estime que son public avait besoin de savoir ce qui se passait comme inondation, et ils ont fait 1 minute sur la Syrie. Et bon, c'est ce qu'on appelle un choix éditorial. Les réclamations de droit de réponse. Le droit de réponse, ça dépend de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et c'est jugé par les tribunaux à 17e chambre correctionnelle du tribunal. Bon. Est-ce que tu as l'exemple d'une saisine jugée recevable? Qu'est-ce qui peut poser problème? Alors voilà. Un exemple concret. Eh bien oui, si. Mais pourquoi ça marche pas mon truc? Mince alors. Bon. Ah bah si, voilà, ils ont... Est-ce que vous pouvez passer à l'onglet des... Ah bah voilà, les avis. Les avis. Par exemple, voilà, c'est arrivé. Un des derniers qu'on vient de publier, sur le HuffPost, le Huffington Post en français, il y a une vidéo d'une altercation aux États-Unis entre une jeune fille noire et sa mère d'un côté, et puis une femme blanche et son mari de l'autre, et ça se termine, c'est beaucoup de paroles d'abord, etc. Et ça se termine, la dame sort avec de la voiture avec un pistolet en disant je sais pas quoi. Bon, bref, le HuffPo a fait la vidéo d'origine américaine durait 1 quart d'heure. Le HuffPo a fait un montage de 2 minutes 30, 2 minutes 45, je ne me souviens plus exactement. Et il y a des gens qui nous ont saisis en disant voilà, c'est de la censure, ils ont enlevé les... etc. Et on leur a expliqué que non, la saisine était non fondée. Vous voyez, non, si vous le voyez, ouais, c'est marqué, saisine non fondée. Pourquoi? Parce que faire un montage, on est obligé de faire des montages quand on fait de la télévision. On ne peut pas passer des vidéos in extenso en permanence. Du moment qu'on respecte l'esprit de la vidéo originale, qu'on met dans le contexte, qu'on explique, etc., il n'y a pas de trahison de la vidéo originale, donc il n'y a ni censure, ni pas censure. Inversement, ensuite, vous avez une saisine fondée, je ne sais pas si elle apparaît, elle devrait être juste en dessous, ou c'est le slide suivant. Oui, voilà. Sud-Ouest, qui fait un partenariat de communication avec la mairie de Bordeaux. Un supplément de publi-reportage financé par la mairie de Bordeaux, entre les 2 tours des municipales.
qui prend toute l'apparence de Sud-Ouest, etc. Enfin bon, qui est distribué gratuitement, certes dans les boîtes aux lettres, mais quand même qui apparaît. Donc on a estimé que c'était une saisine fondée, hein, c'est-à-dire que Sud-Ouest d'ailleurs le savait très bien. Bon, voilà. Ces deux exemples, juste pour vous montrer, il faut vraiment aller... Le problème, c'est que je ne peux pas vous faire défiler le site, sinon je pourrais, à cause du problème technique, mais il faut vraiment aller sur le site du CDJM, c'est pas difficile, cdjm.org, et vous allez voir toutes les saisines qu'on a publiées. Vous pouvez lire l'avis en entier, si vous voulez. Ça fait parfois 3-4 pages, mais c'est pas dramatique. Mais ça, c'est-à-dire qu'on explique en quoi elle est recevable, quel principe déontologique ça heurte a priori, quelle est la réponse du média, parce qu'on a contacté le média pour lui demander qu'est-ce que vous pensez de cette saisine. Si le média veut nous répondre, il nous répond. S'il ne veut pas, il ne nous répond pas. C'est comme ils veulent. Et ensuite, il y a l'analyse du CDJM. Et à la fin, saisine fondée ou non fondée ou partiellement fondée quand c'est une partie seulement qui est fondée. Oui, parce qu'il faut dire que après quand vous avez rendu votre avis, donc la saisine, elle est communiquer à l'auteur de la saisine et aux médias concernés. Voilà, toujours. Il n'y a pas de côté contraignant, c'est-à-dire pour le média. Il n'y a aucun. Par exemple, la saisine sur le HuffPost, on l'a publiée hier. J'ai envoyé l'avis à la personne qui nous avait saisi et au HuffPost la veille pour les informer qu'on publierait le lendemain sur notre site internet la saisine et en expliquant pourquoi elle était rejetée, pas rejetée, etc., etc. À chaque fois, et quand on juge une saisine irrecevable, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on écrit au requérant en lui expliquant pourquoi elle n'est pas recevable et on écrit en même temps aux médias en expliquant pourquoi elle n'est pas recevable, mais que il y a des gens qui quand même ça leur pose des problèmes. Et il y a un dernier point qu'on peut faire, c'est pour ça qu'on s'appelle CDJM, Conseil de déontologie journalistique et de médiation. On l'a fait à 5 reprises pour l'instant. Pour des problèmes un peu véniels ou sans grande importance, on fait une lettre à la rédaction en communiquant la saisine du requérant et en expliquant que s'ils veulent bien se contacter mutuellement pour voir qu'ils tiennent compte les uns des autres, que bon voilà. Donc le but c'est quand même de faire réfléchir sur les pratiques journalistiques et de faire en sorte que les médias s'interrogent sur ce qui est produit et voilà. Voilà, et que les médias répondent à leur public. Que les médias tiennent compte des critiques du public, des interrogations du public, et que c'est pédagogique à la fois vis-à-vis des rédactions, des entreprises et du public. Et du public. Lauriane, vous voulez intervenir ? C'est ce qui est très intéressant en fait avec le CDJM, parce que quand on fait des reportages sur le terrain, c'est quand même très fréquent quand on est journaliste qu'on soit interrogé sur des questions de déontologie, qu'on ait à expliquer ce qu'est la déontologie, ça arrive très très fréquemment. Et également sur les réseaux sociaux, nous par exemple en tant qu'association qui milite pour une juste représentation des femmes dans les médias, très souvent on voit des publications, on en relaie nous-mêmes, de personnes qui interpellent les médias sur telle ou telle publication. Et donc le CDJM, ça est un outil pour ça qui est formidable parce qu'il permet à la fois d'expliquer, de faire un travail un peu pédagogique sur ce qu'est la déontologie. Sur le site d'ailleurs du CDJM, les personnes qui déposent des saisines peuvent consulter les 3 textes, les 3 chartes de déontologie qui régissent la profession et peuvent... Oui, dont celle du syndicat national des journalistes, voilà. de la SNJ. Et donc vous pouvez aussi aller les consulter et donc ils peuvent s'appuyer sur ces chartes-là pour conforter un peu leur saisine et leur point de vue. Donc c'est quelque chose de très intéressant parce que le CDJM, même quand il refuse ou estime une saisine non fondée, fait un travail d'explication et de pédagogie
vis-à-vis du public. Et de la même façon, c'est aussi un conseil qui permet, en interpellant les médias, de leur rappeler que ces textes-là régissent la profession et qu'ils doivent, que la déontologie, c'est quelque chose qui se fabrique aussi à partir de ces textes dans les rédactions, et c'est quelque chose qui doit être discuté et qui doit toujours être qu'un journaliste doit toujours garder en tête quand il travaille. Et je pense que dans le climat actuel, qui est un peu un climat de défiance entre le public et les médias, le conseil de déontologie a toute sa place, en fait. Jean-Christophe, donc vous êtes, allez, on va pas dire patron de presse, mais directeur d'une société de presse, enfin PDG. On peut le dire comme ça. Voilà, 45 salariés, c'est ça maintenant, à Paris et à Bruxelles. Ouais. Voilà. Et en quoi ce CDJM, vous trouvez ça intéressant, vous? Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, directeur d'une publication web? Ouais, mon métier d'entrepreneur de presse, en ayant créé Contexte il y a 7 ans, c'est de trouver la rencontre entre un public, des lecteurs, un contenu et un modèle économique qui va financer la production de ce contenu. Et ce modèle économique, il dépend énormément du degré de confiance des lecteurs dans le contenu. L'intérêt pour une entreprise de presse de participer au CDJM, de cofinancer le CDJM concrètement et d'y allouer du temps, c'est de participer comme ça collectivement à recréer de la confiance du public. C'est très concret chez nous. On est sur un sujet très sensible à Contexte. On couvre les luttes d'influence sur les projets de loi à Paris et Bruxelles. Donc on est en permanence, nos journalistes sont en permanence au cœur de manipulations possibles, de soupçons possibles. Et donc pour créer cette confiance dans le fait que nos journalistes travaillent de façon sincère, honnête, avec des méthodes déontologiques éprouvées, on peut le faire par nous-mêmes, Contexte, et on l'a fait. On a une charte de déontologie de toute l'entreprise. On a été le premier journal à publier des déclarations d'intérêt individuelles de tous nos journalistes et dirigeants. On peut faire tous les efforts qu'on veut en tant qu'entreprise tout seul dans notre coin pour faire que les gens aient confiance, qu'ils aient tous les éléments pour juger de nos contenus en toute transparence. Mais le CDJM permet de faire un effort collectif là-dessus. Et on ne peut pas tout faire tout seul dans son coin. Et cet effort collectif, il me semble indispensable pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il peut participer à créer une autorité de référence en matière de déontologie. J'ai l'impression qu'on souffre en France d'une cacophonie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire d'un comportement journalistique s'il est déontologique ou non aujourd'hui. Il y a simplement les confrères peuvent se battre entre eux pour dire toi ce que tu as fait c'est pas déontologique, mais il y en a toujours pour pas être d'accord. Donc il n'y a aucune autorité morale, aucune autorité pour évaluer la déontologie. Et ça manque. Ça existe dans d'autres pays. Patrick Evenot citait que c'est le cas dans 16 pays en Europe. C'est important que le public sente par l'existence de cette autorité morale qui a quand même des normes déontologiques. C'est pas n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi quand on est journaliste professionnel. La deuxième chose, c'est que ça permet de discuter déontologie. Et ça, c'est hyper important, en fait, d'ouvrir le capot de la déontologie. Quand on est une petite boîte avec quelques journalistes, on est souvent de bonne foi. C'est difficile de respecter la déontologie. En fait, on est dans des situations concrètes où on ne sait pas comment faire. Et donc de pouvoir demander conseil, de pouvoir avoir des avis publics qui éclairent sur des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques, ça permet de s'améliorer dans ces pratiques en ayant des exemples ou des contre-exemples à suivre ou à ne pas suivre. J'ai oublié ma 3e raison, mais c'est pour ça qu'au-delà de l'effort individuel qu'on peut faire en tant qu'entreprise, c'est aussi important de participer à cet effort collectif pour recréer de la confiance en instituant dans l'esprit du public l'idée qu'il y a des bonnes pratiques, qu'il y a des standards déontologiques dans l'exercice du métier de journaliste.
ce qui est intéressant, juste avant que tu reprennes la parole, Patrick, c'est que vous êtes jeunes quand même, hein, tous les deux, donc ça donne un petit peu d'espoir. Dirigeant d'une société de presse et jeune journaliste, ça veut dire que la déontologie, ça a du sens pour vous. Hein, c'est ça, Lauriane? Oui, la déontologie, c'est quelque chose... la déontologie, on y est confronté... très régulièrement quand on fait son métier de journaliste. Soit on se pose des questions nous-mêmes, soit on en pose à ses collègues, ses rédacteurs en chef. Et ce qui est important avec le CDJM, c'est que ça remet un peu la déontologie au centre aussi de l'acte journalistique. Et ça pousse justement, c'est ce que disait Jean-Christophe, à s'interroger au sein même des rédactions sur cette déontologie. Et en fait, la déontologie, c'est aussi une affaire de discussion dans les rédactions, d'échange pour déterminer quelle est la bonne pratique. Il y a des textes directeurs, mais à chaque situation, à chaque cas particulier, on doit lire ces textes et adapter son attitude et adopter une attitude, une manière de faire. Et ça, c'est quelque chose, il faut y réfléchir en tout cas, quand on fait un acte journalistique, quand on écrit, quand on fait un reportage, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, à laquelle on doit réfléchir. Ouais, moi je suis assez gêné par votre question parce que la déontologie est une affaire éminemment moderne en fait. Enfin, je comprends pas cette idée que les jeunes seraient moins sensibles à la déontologie. Un peu de provocation, oui. Ouais, mais justement, enfin, vraiment, c'est gênant en fait. Et sur le web, on voit que la déontologie est extrêmement présente. Par exemple, le syndicat de la presse en ligne, qui représente 200 éditeurs de presse, a publié un guide des bonnes pratiques déontologiques des entreprises de presse et accompagne ses adhérents pour respecter, par exemple, la différence entre contenu éditorial et contenu publicitaire. La déontologie, c'est vraiment au cœur du business de la presse et aujourd'hui les entreprises en ont conscience. Et j'irai même plus loin. Je pense que les nouvelles générations comprennent mieux le concept de déontologie que d'autres. C'est-à-dire cette idée qu'il y a la loi, qui est un cadre légal qui s'impose à tous. Il y a l'éthique personnelle qu'on peut avoir et on peut en discuter entre nous, mais il y a entre les deux la déontologie qui est une sorte de norme collective d'exercice de notre profession qui nécessairement ne doit pas être encadrée par la loi, mais qui peut aller moins loin que son éthique personnelle et on a intérêt à la discuter. Plus on la discutera, mieux elle sera échangée, mieux elle sera affinée, mieux elle sera pratiquée. Donc plus on discute de déontologie, mieux c'est. Et la déontologie, c'est aussi quelque chose qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. Donc en fait, les jeunes journalistes qui arrivent sur le terrain, même tout frais, hein, moi je donne des cours en école de journalisme, ils ont beaucoup de questions justement sur la déontologie. Parce qu'effectivement, il y a tout un dialogue entre l'éthique personnelle, entre la volonté et l'influence qu'essaient d'exercer éventuellement les personnes que l'on rencontre sur le terrain, et cette fameuse déontologie. Oui, Patrick, vous vouliez intervenir, enfin, tu veux, je ne sais plus si on se tutoie. Le CDJM ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ? Le CDJM ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Le CDJM a des adhérents. Alors, toujours 3 collèges, hein, des journalistes, notamment le SNJ et la CFDT journalistes, mais aussi Informer n'est pas un délit, qui est un collectif. Prenons la Une, Profession pigiste, des clubs de la presse, j'en oublie, une ESDJ sur... bon, mais il y en aura d'autres qui vont venir. Donc en gros, vous auriez besoin d'embaucher quelqu'un. On a besoin d'embaucher quelqu'un pour faire du secrétariat, pour faire les publications, etc. Donc on a besoin de sous. Alors on recrute aussi des entreprises. Ça, c'est mon job avec quelques autres. On essaie Et puis, on a besoin de faire appel au public. On a besoin que le public nous connaisse et que le public adhère. Nous n'avons pas assez convaincu de gens du public de venir adhérer. L'adhésion pour un individu, un citoyen ordinaire, c'est 20 € par an. C'est pas
c'est pas trop cher. On a besoin de gens qui viennent s'inscrire dans notre démarche. Et en plus, évidemment, on vient de lancer un financement participatif sur Hello Asso. Si vous allez sur le site du CDJM, vous aurez faire un don. Vous avez le droit de faire des dons. Il y a deux choses différentes. La cotisation, vous investissez dans CDJM, vous pouvez faire partie du conseil d'administration, vous pouvez faire partie du bureau, etc. Ou bien alors, si vous voulez simplement soutenir notre action, faire juste un don, ça peut commencer à 5 € ou je ne sais pas combien. Donc ça, c'est bien la garantie de l'indépendance. Le but, c'est la garantie de l'indépendance. On acceptera des subventions, on accepte des subventions, pour l'instant on n'en a pas, on n'a que des cotisations, on acceptera des subventions, mais dans des limites bien précises, de façon à préserver notre indépendance. Alors c'est dans les statuts, vous les verrez. Bon, subventions européennes, subventions éventuellement gouvernementales, puisque le gouvernement subventionne beaucoup de choses, pourquoi pas nous, mais ça on verra. Subventions de fondation. Bonjour le chien, ça va? Tu adhères au CDJM? Bon, c'est pas grave. Voilà. L'important, c'est qu'on reste. Il y a une chose quand même que je voulais dire, c'est que les citoyens peuvent adhérer au CDJM, sauf les politiques. Les représentants de partis politiques ne sont pas acceptés. Pourquoi? Parce qu'on veut rester indépendant de tous les partis politiques et au-dessus de la mêlée, si je puis dire. Vous aviez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un pupitre, je vois là, si quelqu'un veut poser des questions sur le CDJM, sur son fonctionnement, sur sa finalité. Ah, il y a quelqu'un. Non, il faut aller au pupitre. Oui, non, les bonnettes. Oui, c'est vrai. Oui, non, je venais de dire que c'était là-bas, donc. Oui. Ah oui, non mais. Oui, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce qu'on peut avoir un petit. Moi, j'entends pas. Un petit son. C'est pas vraiment une question, c'est plus un complément. 3 choses. La première, c'est que je voulais dire aussi que les journalistes aussi peuvent saisir le CDJM. Il y a des cas mémorables, par exemple en Suisse, où une société de journalistes a saisi le Conseil de presse national pour régler des malentendus déontologiques avec sa propre rédaction. D'accord ? 2 autres points. Vous êtes journaliste peut-être ? Je ne suis pas journaliste. Non, d'accord. Oui, direction, pardon. 2 autres points, c'est que dans le titre du CDJM, il y a le mot médiation et que l'aspect pédagogique du CDJM est très important. Il y a aussi beaucoup d'efforts du CDJM. Oui, je m'excuse, je fais partie du CDJM, collège public. Il y a un gros investissement du CDJM pour expliquer aux gens. Quand Patrick tout à l'heure disait on va refuser, on va trouver des saisines irrecevables parce qu'elles concernent la ligne éditoriale, on ne répond pas point, barre, il n'y a rien à voir. On explique, on échange. Oui, voilà. C'est l'aspect pédagogique donc exactement. Des et réponses. L'aspect médiation qui peut arriver pour certaines saisines où on met en relation le médiateur quand il existe d'un média avec le requérant de la saisine ou médiation entre le journaliste et le requérant. D'autres questions? Sinon, je peux vous expliquer encore plein de choses. Hein. Oui. Donc Dominique Pradalier, du syndicat, qui est aussi au CDJM. Qui est au CDJM et du Syndicat national des journalistes. Je participe aussi du CDJM. Je voulais apporter 2 précisions. Premièrement, tous les actes journalistiques dont le CDJM peut être saisi doivent avoir été vus ou visibles sur le territoire français. C'est important de le dire parce que un des exemples paraissait être à l'étranger, pas du tout. Huffington Post est reçu en France, est lu en France, etc. La deuxième petite précision que je voulais apporter, c'est que effectivement, sur les 115 saisines, il y a eu beaucoup de
de grief contre la ligne éditoriale. Et je rappelle que très souvent, il y a eu confusion entre charte éditoriale et charte de déontologie. Une charte éditoriale, c'est ce qu'on va traiter dans le média. Par exemple, certains médias s'interdisent de traiter des faits divers. Bon. La charte déontologique, c'est comment on va le traiter. Voilà la différence, c'est-à-dire que ce soit en matière de sport, en matière de faits divers, de politique, etc., ce n'est pas le choix du sujet qui va être traité, c'est comment on va le traiter. Et la déontologie s'applique à tous les traitements de tous les secteurs journalistiques. C'est comment on fait bien ou mal. Et c'est ça que les chartes nous enseignent, complétées, comme l'a si bien dit tout à l'heure Lauriane, par le fait que chaque dossier est distinct et chaque journaliste a toujours des questions ou devrait s'en poser autour de lui pour pouvoir faire vivre sa charte et faire un travail correct dont la mission est d'informer au mieux possible les concitoyens. Je voudrais ajouter une petite... excuse-moi, Lauriane, je te repasse la parole. Je voudrais ajouter une petite chose. Nous ne sommes pas un tribunal, je vous l'ai déjà dit, mais donc ça veut dire qu'on ne prononce pas de sanctions. On n'est pas le CSA ou la 17e chambre correctionnelle. On ne prononce aucune sanction, ni pénale, ni financière. La seule sanction, si je puis dire, qui n'en est pas une, c'est que quand un avis est considéré, une saisine est considérée comme fondée, on la publie sur notre site et si le journal veut bien en parler et mettre une notule après l'article ou après l'émission en disant voilà, le CDJM a dit que, il en est libre, mais il n'est pas forcé, on ne force à rien. On ne fait ni de censure avant, hein, on ne peut être saisi que sur des publications déjà parues, des émissions déjà diffusées, et on n'oblige pas à changer les textes. À toi, Lauriane, excuse-moi. Oui, non, je voulais ajouter quelque chose parce que je voudrais pas qu'on donne l'impression que quand une saisine nous arrive, ça rentre comme ça dans une grille de lecture et on décide fondé, non fondé. En fait, le CDJM, c'est un conseil, donc il y a énormément de discussions entre nous. Ce sont vraiment des réunions qui sont souvent très longues parce qu'on examine toutes les saisines les unes après les autres. On les a tous lues, on a lu les articles qui s'y référaient, on lit des textes, etc. Et il y a aussi des débats entre nous au sein du Conseil pour justement juger de la recevabilité d'une saisine, de savoir si elle est fondée ou non. Et ces saisines passent donc plusieurs fois devant notre Conseil. Et juste, c'est vraiment un outil à l'intérieur. Enfin, moi, c'est quelque chose d'ailleurs en y participant qui m'a énormément intéressée. C'est justement ce dialogue autour de la déontologie. Voilà. Des questions? Y a-t-il d'autres questions? N'ayez pas peur. Monsieur. Alors, j'avais une petite question par rapport à la portée des avis du CGN. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'une pratique tout à fait antidéontologique de la part de Sud-Ouest. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Quelles sont les conséquences? Parce que souvent on parle ici aux assises toujours des mêmes médias qui ont des pratiques déontologiquement souvent un peu limites, voire anti-déontologiques. Et derrière, il n'y a aucune conséquence. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors ce qui se passe derrière, c'est la réflexion de la rédaction et de l'entreprise. Est-ce que ça leur fait plaisir de recevoir ce genre de saisine? Ça leur fait pas plaisir, voilà. Mais en même temps, ils savent bien... Bon, moi j'ai eu après ça, alors... C'est un peu... Donc Sud-Ouest a râlé, ils n'étaient pas contents. Non, Sud-Ouest n'a pas râlé. Au contraire, j'ai même eu un message du médiateur qui me dit oui, on a fait une bourde, bon voilà, etc. Bon, bref, c'est pas le vrai. Si vous avez lu par exemple dans Elle l'interview de Apolline de Malherbe qui avait été la première, c'était la première saisine fondée du CDJM parce qu'elle avait interrogé Juan Branco, l'avocat de Piotr Pawlewski, etc. Et à la fin, elle lui avait dit peut-être que c'est vous qui êtes l'instigateur. Et elle a coupé là sans lui laisser la possibilité de répondre. Et on a dit quand on pose une question comme ça aussi intrusive ou etc. On doit obligatoirement laisser la personne
pouvoir répondre. Donc on a considéré que la saisine était fondée. Ça a fait un grand sprunz dans bon, etc. Et le mois dernier, Apolline de Malherbe a pris la succession de Jean-Jacques Bourdin, au début du mois. Elle est dans une interview de Elle, la journaliste de Elle, le journal féminin que vous connaissez tous, la journaliste de Elle lui dit « Mais vous avez été épinglé par le CDJM ». Alors elle s'en sort très bien parce qu'elle dit « Oui, effectivement, sur le fond, j'avais travaillé, etc. Mais j'aurais dû m'y prendre autrement. » Donc ça veut dire qu'elle a intégré la critique qu'on lui a faite. On ne va pas la déshonorer, on ne va pas la fusiller au champ d'honneur parce qu'elle a fait un truc qui était... Mais elle l'a intégré et donc elle essaiera, je pense, de ne pas recommencer la même chose. Pour Sud-Ouest, c'est pareil. Pour d'autres, alors il y en a qui vont le prendre mal, c'est sûr. Il y en a qui vont le prendre mal. C'est pas grave. C'est pas grave. Au fur et à mesure, ils vont voir que on est aussi des défenseurs du journalisme de bonne aloi, du journalisme qui respecte les règles, de la profession. C'est comme, on ne va pas donner des certificats de bonne conduite puisque c'est toujours après publication, mais c'est un peu comme si on avait, on disait, ben voilà, il y a des journalistes qui font bien leur métier dans les règles de l'art, hein, comme un menuisier, il prend le fil du bois dans un sens et pas dans l'autre, et ben le journaliste, il doit faire son métier dans les règles de l'art. Alors, c'est très progressif, mais je vais vous raconter l'histoire du CDJ belge francophone. Rapidement, parce qu'on nous fait signe. Très vite, on nous fait signe que c'est fini. Ils ont été créés en 2009, après l'affaire du trou, etc. Enfin bon, bref. Au début, un certain nombre de journaux, notamment les tabloïds belges, ne voulaient pas rentrer dans le CDJM parce qu'ils se disaient on va être épinglé à chaque fois, etc. Ça n'a pas empêché le CDJ belge de les épingler sur plusieurs... Bon. Et au bout de 4 ans ou 5 ans, les tabloïds ont amélioré leur système rédactionnel. Ils ont continué à faire du scandale, du people, du starlet, etc. Mais en tenant plus compte des règles déontologiques, et ils ont adhéré au CDJ belge au bout de 5 ans en disant ça nous a fait du bien dans notre rédaction parce qu'on travaille mieux et du coup le public comprend mieux ce qu'on fait. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci à tous. Merci à Jean-Christophe, Lauriane et Patrick.